augmenté est en marche. Il a pu compter sur une formidable découverte sortie du laboratoire Google X. Les nanoparticules au service de la détection des maladies graves. Dans le film Le Voyage fantastique de 1966, un sous-marin miniaturisé circule dans les artères d'un patient pour détruire une tumeur. La réalité dépasse maintenant la fiction. Les nanoparticules, 200 fois plus petites qu'une cellule sanguine, se fixent sur les cellules à risque et adressent un signal à un serveur externe. Le numérique a inauguré la médecine prédictive qui se substitue à la médecine préventive. On sait désormais où la maladie peut se déclarer. Jusque-là, tout va bien. Les progrès numériques ont du sens. Soigner les maladies, éviter la maladie. Nous sommes tous d'accord. Mais l'étape d'après est plus problématique. En 2015, nous disposions pourtant de signaux clairs. Il suffisait d'écouter le patron de la recherche des laboratoires Google, Ray Kurzweil. Il nous disait que grâce au concours combiné des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences cognitives et du numérique, la science pourrait bientôt corriger l'ADN humain et en expurger les caractères faibles qui prédisposent aux maladies mortelles. En cette année 2035, le premier cyborg est né. C'est un homme, mais un homme augmenté. L'optique numérique a été intégrée à son système de vision, son code génétique exclut les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies dégénératives. Il restera jeune, ses cellules ne vieilliront que très lentement, son espérance de vie en bonne santé est de 250 ans. Je voudrais me précipiter dans les bras du progrès, mais j'hésite encore. Ces inventions n'étaient pas prévues, elles posent des questions auxquelles nous n'avions pas pensé. Elles remettent en cause le modèle de nos vieilles sociétés, fondées sur le partage du temps et de l'espace. Au début du XXIe siècle, on parlait encore de solidarité intergénérationnelle, de pyramide des âges. Dans l'histoire, il est question d'espace national, parfois même d'espace vital. Toutes ces questions deviennent caduques dans un monde où la durée de vie est de 250 ans. Tôt ou tard, l'allongement de la durée de la vie donnera lieu à un nouveau commerce, le commerce du temps. Nous touchons là au sacré de nos croyances. Le terme n'est plus fixé par une autorité supérieure ou immanente. Il dépend de la science et de la fortune. On peut acheter du temps de vie en bonne santé. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le temps peut être vendu. Nous sommes en 2035. Bonsoir à tous. On est ici avec Armel et Jérémy pour vous présenter un petit peu le plateau cuisine et repas vers de nouveaux horizons. Donc c'est la partie un petit peu techno, décapante et les idées neuves. Enfin, on va essayer en tout cas de vous faire un petit état des lieux de ce qui existe. Le but c'est de vraiment dialoguer autour du futur de la food, des tendances culinaires et aussi des nouveaux comportements des consommateurs. On est là pour se poser des questions, partager des choses. C'est pas forcément un débat, mais si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Donc, comme on est censé être les experts du digital, j'ai amené mon ordinateur, j'ai un téléphone dans la poche. On est à Twitter ici. Donc, si vous pouvez poser des questions pendant qu'on est ici, c'est avec plaisir. J'ai ouvert mon Twitter et c'est PDI 2017. Voilà. On va se présenter un petit peu pour donner le contexte. Robin Placet, moi j'ai fondé une structure qui s'appelle Foodentropie. Foodentropie qui se propose de mettre en relation les parties prenantes, les industriels du secteur de l'agroalimentaire,
les startups, les jeunes entrepreneurs, de manière à discuter et générer de l'innovation positive. On s'est regroupé au sein d'un lieu du côté de Nanterre, le château de Nanterre, voilà, parce que tout ça ressemble à un petit château. On est sur 5000 mètres carrés. Alors pour vous, ça paraît pas beaucoup, mais pour un Parisien, c'est assez énorme. On est sur un beau lieu et on va parler d'alimentation durable. On a un lieu dédié aux startups sur 1200 mètres carrés. Les startups vont venir faire du coworking, travailler ensemble, créer un écosystème. Armel, qui va présenter un peu plus son activité, a fondé United Kitchen. Ce sont des cuisines mutualisées, un labo. On a aussi donc un espace Foodentropie qui se propose de faire des conférences, d'animer un petit peu tout ce qui se passe autour de cette food tech, low tech et autres innovations de la food. Je vous laisse peut-être présenter vos activités. Armelle, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Armelle Delage, je suis la fondatrice de United Kitchen. United Kitchen, c'est un incubateur culinaire, donc c'est un mot un peu barbare pour dire quelque chose de très simple. Vous connaissez tous les incubateurs classiques. On partage des bureaux et un écosystème pour pouvoir lancer sa structure. Et nous, on propose la même chose adaptée aux cuisines. Donc on s'installe au même endroit que Robin, à l'étage du dessous, et on aménage un peu plus de 500 mètres carrés de cuisine professionnelle à destination des entrepreneurs et des startups culinaires. L'idée étant très simple, quand on veut lancer son projet dans l'alimentation et qu'on veut produire, on a besoin de produire dans une cuisine professionnelle aux normes. Or, ça demande un certain nombre de contraintes, notamment une contrainte financière. On doit trouver un espace, on doit signer un bail très engageant, on doit investir dans du matériel pour produire, le tout sans avoir forcément testé son concept et sans forcément avoir aussi le réseau adapté pour se développer. Donc c'est ce que nous on propose. On propose du coup de gérer tout ce qui est contraignant pour l'entrepreneur pour qu'il puisse se concentrer sur son concept, le lancer, et une fois qu'il a pu valider son concept et avoir suffisamment de volume, il ira voler de ses propres ailes après à peu près 1 an et demi. Voilà. Ensuite, Jérémy, donc, qui a cofondé Digital Food Lab. Alors, United Kitchen, Digital Food Lab, Foodentropie, on aime bien les mots anglais dans les startups, ça fait un petit peu plus technologique. Donc, explique-nous un petit peu ce que fait Digital Food Lab aujourd'hui et aussi ce que faisait WeCook, puisque Jérémy vient de vendre sa startup. Donc voilà, félicitations. Et qu'est-ce que faisait WeCook et qu'est-ce que fait aujourd'hui Digital Food Lab? Oui, alors bonsoir à tous. Tout d'abord, je veux dire que je suis très content d'être ici parce qu'étant vendéen d'origine, c'est très rare que je puisse revenir ici dans un cadre professionnel, surtout pour les vacances dans la famille. Ceci étant dit, donc je suis entrepreneur. J'ai monté ma première start-up WeCook en 2010 je l'ai revendue très récemment. WeCook, c'est un service d'organisation de repas. Donc, nos clientes sont abonnées à notre service et reçoivent tous les mois, toutes les semaines, des menus par email. Donc, les recettes de la semaine, le détail, la liste de courses, en fonction d'une thématique qu'elles ont préalablement choisie, végétarien, sans gluten, repas familiaux, des menus minceurs. Et elles ont accès à un outil en ligne qui va leur permettre de gérer leur semaine de repas, changer une recette si ça leur plaît pas, ça met à jour la liste de courses, elles ont une application et elles peuvent aller faire leurs courses de la semaine tranquillement en ayant la réponse à qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter, comment je vais faire pour manger équilibré et diversifié. Donc ça c'est WeCook et Digital Food Lab, donc je l'ai fondé avec mes associés chez WeCook il y a 3 ans. L'objectif, c'était de fédérer la communauté food tech sur Paris. Il y a de nombreuses startups qui se montaient. Et on a commencé par organiser des petits événements qu'on appelait les Digital Food Club, qui perdurent encore aujourd'hui. On a fait le 17e la semaine dernière au siège de Uber. C'est des événements où on fait venir des startups qui se présentent, qui pitchent devant un panel d'une centaine de personnes, qui sont des porteurs de projets, des investisseurs, des grands comptes, etc. Et Digital Food Lab, en parallèle de ça, accompagne certaines de ces startups. Donc on va dire qu'on les accélère. On va travailler avec eux pendant quelques mois sur des problématiques de levée de fonds, de mise en place de business plans, de commercialisation. Et on travaille également avec les grands groupes de l'agroalimentaire, car notre objectif, c'est de fédérer tout cet écosystème, donc à la fois les startups d'un côté et les grands groupes, qui sont 2 entités qui n'arrivent pas à se parler. Et nous,
on est là pour faire les entremetteurs, pour faire les liens, pour dire à tel acteur, si vous voulez innover là-dedans, regardez ce que cette start-up fait, allez travailler avec elle, investissez chez elle, devenez son client. Voilà en quelques mots ce que fait Digital Food Lab. Ok, merci. Alors pour faire un petit peu le lien avec le plateau précédent, où on a bien compris, il faut changer, les systèmes ne fonctionnent plus, donc que ce soit les systèmes de la Terre, les écosystèmes de marché et autres fixations des prix ne fonctionnent plus. Donc on a voulu vous présenter un petit peu quelques startups au travers de nos diverses expériences et sous le prisme des grands enjeux en fait de ce food system. Donc je pense que tout le monde sera d'accord, en tout cas pour les 3 premiers, puisqu'aujourd'hui, un des premiers enjeux, c'est nourrir la planète, le monde, puisqu'on sera à plus de 7 milliards d'individus bientôt. La nourrir de manière saine, donc la santé, la nutrition, et ce faisant, en préservant l'environnement. Donc, est-ce qu'on a des startups aujourd'hui, et ça va être un petit peu ma question à vous deux, est-ce que vous avez rencontré des entrepreneurs? Est-ce que les jeunes entrepreneurs de cette food tech ou de la low tech ou simplement les jeunes entrepreneurs ont en tête ces grands enjeux? Et est-ce que vous avez rencontré des gens qui s'intéressent vraiment à ces sujets-là, qui donnent des solutions? Si on prend le sujet nourrir la planète, par exemple. Alors c'est une question peut-être pour toi. Je vais répondre avec plaisir. Oui, donc les startups qui travaillent sur comment nourrir la planète, on en a très nombreuses qui se lancent de par le monde. Aujourd'hui, l'un des sujets majeurs, c'est de remplacer la protéine animale. Pour produire la protéine animale, on va consommer énormément, il faut énormément de place, ça revient très cher. Et aujourd'hui, des entreprises se lancent sur des secteurs du développement des légumineuses, de la culture des algues ou de la culture des insectes. Je vais parler du sujet qui fâche un petit peu plus, on va parler des insectes. Là, on parle des insectes à consommer en tant Des insectes hein. à consommer, exactement. Il y a plusieurs sortes de manières d'utiliser les insectes. Alors ouais, il y a plusieurs sociétés en France, par exemple une très belle société qui s'appelle Insect, donc élève des insectes pour d'une part créer des farines animales, d'autre part extraire certaines substances de ces insectes pour les distribuer auprès des grands acteurs de la cosmétique. Pour ceux qui se mettent des petits produits sur le visage, maintenant vous pouvez savoir d'où ça peut venir. Et il existe une start-up par exemple, française qui s'appelle Jiminy's qui commercialise des insectes, donc des criquets ou des verres de farine à consommer pour l'apéritif. C'est très très bon. Je vous invite à essayer. Voilà, alors aujourd'hui ça se développe, voilà, c'est sur des sujets sur l'apéritif, etc. C'est un petit peu fun, mais bon, je pense qu'il faut voir plus loin et justement voir ici un début de réponse peut-être à comment nourrir l'humanité demain, parce que si tout le monde commence à consommer comme un Français, il nous faudrait 3 planètes dans 10 ou 20 ans pour nourrir tout le monde. Le deuxième sujet, Non, vas-y. Le deuxième sujet, ça va être plus sur les algues. Donc on a également de nombreuses startups en France qui travaillent sur le sujet des algues. Je peux citer par exemple Algama, qui va fabriquer une mayonnaise à base d'algues. Alganiu, qui va proposer un outil, un petit appareil à mettre chez soi pour cultiver sa propre spiruline. Voilà, donc il y a énormément d'initiatives qui se lancent sur ce secteur et ce sont des secteurs très prometteurs et je pense que c'est donc ça c'est changer, remplacer la protéine. On est d'accord. Parce que alors pas forcément remplacer à 100%, mais oui, en tout cas trouver des substituts pour répondre à la question comment on mange demain, comment on nourrit bientôt 10 milliards d'êtres humains. Est-ce que dans l'incubateur de United Kitchen, on a rencontré des gens comme ça qui se sont donnés pour mission de changer les choses, alors même à leur petite échelle, on parlait du colibri de Pierre Rabhi tout à l'heure en intro, est-ce qu'il y a des gens qui se sont donnés cette mission-là de changer le système?
En fait, il n'y a que des gens qui se sont donné cette mission-là. La thématique qu'on a en commun au château de Nanterre avec Robin et les autres acteurs qui s'y implantent, c'est l'alimentation responsable. C'est de défendre une alimentation à notre petit niveau qui soit meilleure pour l'homme et la planète. Du coup, de fait, les gens qui nous approchent sont des personnes qui sont dans cette démarche-là. Après, ça ne veut pas dire qu'elles veulent forcément tout révolutionner, ça veut dire qu'elles ont un angle d'attaque qui va être soit par rapport au sourcing des matières premières, soit par rapport à la façon dont les produits vont être transformés, soit par rapport aux ingrédients qui vont être utilisés. Donc, typiquement, remplacer la protéine animale, ça peut aussi être proposer des recettes qui n'en intègrent pas du coup et qui, par exemple, vont utiliser des légumineuses et des féculents pour recréer cette protéine. Donc ça va être des plats préparés à base de ce type de produit-là, par exemple. Ce sur quoi je veux insister, c'est que nous, les projets qu'on voit venir dans toutes les startups ou les entrepreneurs culinaires qui nous approchent, sont des personnes qui très souvent sont en reconversion, des personnes qui ont eu des vies avant, dans le BTP, dans l'industrie pharmaceutique ou autre, et qui ont décidé à un moment, et ça va faire écho au premier échange qui a eu lieu, de redonner du sens à leur travail, s'épanouir et faire quelque chose qui aille au-delà de la simple volonté de travailler pour gagner sa vie, mais peut-être de laisser une planète en meilleur état que l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc oui, en effet, on croise ces entrepreneurs qui sont vraiment orientés dans l'alimentation responsable à différents échos. Alors évidemment, nous, il y en a quelques-uns qu'on a en commun avec Jérémy. Si je pense notamment à tout ce qui est algues, on a été amené par exemple à travailler avec Alganiou, non pas chez nous parce qu'ils ne produisent pas leur phytotière de spiruline fraîche chez nous. C'est sous quelle forme? Parce que l'algue, a priori, c'est pas très sexy. Mais... C'est vrai qu'on connaissait jusqu'à présent la spiruline sous forme de comprimé, qu'on prenait en complément. Aujourd'hui, on peut l'intégrer dans des recettes. Nous, on l'a fait à la Cité des Sciences dans le cadre d'un festival qui a eu lieu en décembre dernier, dont la thématique était « Que mangera-t-on en 2030 ?» On a fait se rencontrer des startups et des chefs pour faire expérimenter au grand public les recettes de 2030. Et donc, on a eu notamment une recette en commun avec Alganiou. On a eu une chef qui est venue imaginer 2 recettes, un green smoothie et du guacamole, dans lequel on intégrait cette spiruline. Donc, en gros, cette spiruline fraîche, ça ressemble à du fromage blanc, sauf que c'est tout vert. Ça a un goût, ça n'a pas un très bon goût quand on le prend nature et on n'est pas invité d'ailleurs à consommer nature. En revanche, voilà, c'est reconnu comme étant un super aliment qui va nous apporter du coup tous les éléments essentiels pour pouvoir être en forme et avoir à la fois des minéraux et des vitamines incontournables. Et en plus de ça, le fait de l'associer à d'autres fruits et légumes, ça va décupler l'effet sur l'organisme. Voilà. D'accord. Mais ça demande une pédagogie, ça demande une éducation. Donc là, on est sur quand même quelque chose qui est encore une niche aujourd'hui, même si clairement les vertus de la spiruline ont été largement démontrées, donc il y a fort à parier que ça va beaucoup se développer. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que ça ne se cuisine pas de façon spontanée. Il y a besoin d'avoir une pédagogie pour utiliser ce type de produit. D'accord. Alors ça, c'est les tendances pour nourrir, enfin les tendances en tout cas une tendance lourde qui est d'essayer de remplacer ou de substituer aux protéines animales. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont caractérisé un petit peu l'année, qui vont caractériser l'année 2017 dans la tech par exemple? On parle, toujours peut-être dans le même esprit, mais on parle du steak sans viande par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver chez nous? On n'a toujours pas le droit de manger des insectes réellement en France. Oui, effectivement. Certains insectes ne peuvent pas être consommés en France. Mais bon, par contre, la société de Chiminis dont je parlais commercialise ces insectes au Benelux, du coup, malheureusement. Oui, au niveau le fameux steak sans viande, il existe une société américaine qui s'appelle Beyond Meat qui produit un hamburger vendu à New York pour une vingtaine de dollars qui est entièrement fait à base de plantes. Sauf que ça a l'apparence d'un hamburger avec tous ses ingrédients, le goût d'un hamburger et celui aussi bon qu'un hamburger, donc on s'y méprendrait. Il faut savoir que dans cette société qui a levé plusieurs dizaines de millions d'euros, on a des investisseurs du type de Bill Gates en fait, par exemple.
Donc, je pense que ces personnes-là ont bien vu que l'avenir, c'est justement pas produire du steak en masse, mais de s'attacher à réfléchir et à rechercher et à trouver des solutions pour exploiter les plantes, les algues, etc. D'accord, donc ça pour toi c'est l'avenir, c'est d'essayer de se substituer à tout ça, mais est-ce que ce serait pas plutôt s'attacher à... C'est une des solutions, c'est pas forcément l'avenir, c'est une des solutions. S'attacher à, par exemple, c'est ce que disait tout à l'heure Mathieu Archambault, à essayer de plutôt soutenir les agriculteurs sur une agriculture plus traditionnelle, plus respectueuse. Il y a un tweet de Act Up tout à l'heure qui disait, qui reprenait Mathieu, 30 à 50% des agriculteurs ont un revenu inférieur au RSA. Donc ils sont en survie économique. Est-ce qu'on peut aussi avoir des startups qui adressent cette partie-là de la fourche à la fourchette, donc plus près de la fourche? Oui, bien sûr. Alors, je vais rebondir sur un point qu'on a évoqué juste avant, mais après je reviens à ce point-là. D'une part, en France, on voit aussi en effet des personnes qui se lancent dans tout ce qui est boucherie végétarienne. Il y a notamment un concept qui s'appelle la boucherie végétarienne. Si je reprends l'exemple de la Cité des Sciences, nous, on a fait imaginer ce que pourrait être le hot dog du futur en associant une boulangerie sans gluten. Ce qui était, pardon, le hot dog du futur. En prenant, mais ça peut être aussi le hot dog du futur au final, en prenant du pain sans gluten qui vient d'une boulangerie qui alimente aujourd'hui tous les grands hôtels en produits de boulangerie sans gluten qui s'appelle Chambellan, qu'on a présenté à la boucherie végétarienne, qui, comme son nom l'indique, est une boucherie qui propose notamment des saucisses, c'était l'objet de la recette, sans viande, et on a fait préparer ça à des enfants avec une sauce barbecue revisitée à base de dattes. Je vous avoue que je préfère le dog classique, mais c'était une expérience assez amusante et il y a fort à parier que malgré tout ce type de produit se développera dans le futur. Pour rebondir sur ce que peut être aussi la consommation de viande entre guillemets de demain, on peut très bien citer l'exemple d'Yves-Marie Le Bourdonnais, qui est de son école de boucherie Motanai. Motanai en japonais, ça veut dire, je ne sais pas si la traduction est exacte, mais ne pas gâcher, enfin c'est l'anti-gaspillage. Ce qui est intéressant, c'est que Yves-Marie Le Bourdonnais, c'est un des seuls bouchers qui prône de manger moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité. Et en fait, nous, on voit aujourd'hui des ponts à faire avec ce type d'acteurs, notamment, si je fais le parallèle avec une start-up qui a postulé chez United Kitchens, qui veut revisiter tout ce qui est fond de sauce. Les fonds de sauce, c'est fait à partir de carcasses, donc à partir de carcasses animales. L'intérêt, c'est que ce type de produit est un peu gaspillé par un certain nombre d'acteurs. L'idée, du coup, c'est de récupérer toutes ces carcasses, de les faire, dans une braisière, de les faire bouillir pendant plus de 10 heures. On va en récupérer beaucoup de propriétés qui sont très bonnes pour la santé, notamment tout ce qui est collagène qui est dans les tendons, etc. Et donc là, on répond à quoi? On répond à une problématique anti-gaspillage, on répond à une problématique de santé parce que ça résout du coup des problèmes d'arthrose, notamment et vieillissement prématuré. Et en même temps, on propose quelque chose qui reste dans la culture française parce qu'un fond de sauce fait maison, c'est bien meilleur qu'un bouillon en cube. Voilà. Donc là, on a ce type d'acteur-là qui réfléchit d'une bonne façon, c'est-à-dire sans casser la culture française, qui réfléchissent à des solutions qui sont assez globales. Pour revenir sur comment aider les producteurs, il y a une initiative du coup, qui répond directement au problème qui était adressé dans le premier débat, qui est une initiative que vous connaissez sans doute, à savoir la marque du consommateur. C'est qui le patron, qui a été lancé par le fondateur des Gueules Cassées, Nicolas Chaban, en août dernier. En août dernier, il était horrifié en fait par la situation des producteurs de lait qui n'arrivaient pas à vivre décemment de leur travail, et donc du coup il a fait une grande consultation citoyenne en août dernier à laquelle ont répondu plus de 7500 internautes en donnant un certain nombre de critères. Ce qui est vachement intéressant dans cette démarche, c'est que on s'adresse au consommateur de façon rationnelle. On l'oblige à reprendre le pouvoir, mais aussi à prendre ses responsabilités en tant que consommateur. Pourquoi? Parce qu'en gros, on lui a adressé un certain nombre de questions. Combien seriez-vous prêt à payer pour que le producteur puisse vivre décemment de son travail? Imaginons c'est 5 centimes de plus. On part à un prix du litre de lait qui est à 69 centimes. Pour qu'il puisse prendre des vacances, vous devriez rajouter, je donne un exemple, 5 centimes.
Ça, c'était pour le côté équitable. Et ensuite, il y avait des questions sur, voilà, est-ce que vous voulez que les vaches aient des OGM ou pas? Est-ce que vous voulez qu'elles pâturent pendant 3 mois ou 6 mois? Est-ce que vous voulez que ce soit une brique ou un pack de lait, etc. Bon, bref. Au final, les consommateurs ont statué. On est arrivé à un prix au litre qui est monté à 99 centimes. Ça a été référencé chez Carrefour, dans les 5200 Carrefour en octobre. Et aujourd'hui, ça fait 5 mois, c'est plus vendu que chez Carrefour. D'autres grandes surfaces ont également distribué ce produit. Et ils ont atteint 7 millions de litres de lait. Il faut savoir qu'ils s'étaient fixés d'atteindre les 5 millions à la fin 2017. Donc ils ont non seulement explosé leurs prévisions, et donc ils montrent qu'en fait le consommateur, quand il est intégré avec une pédagogie qui le responsabilise, il y a de l'achat derrière. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, quand on parle de 7 millions de litres, ça veut dire en moyenne 10 à 15% de part de marché en grande surface, et dans certains carrefours, ça va jusqu'à 25% de part de marché. Ok, donc on a un vrai consommateur citoyen. Là, on parlait juste avant d'anti-gaspi. Dans la food un peu plus technologie, l'anti-gaspi était quand même une grosse thématique de cette année, ça va encore l'être. Comme tu sais, il y a Carrefour qui s'en est bien emparé, Intermarché un petit peu avant aussi. Qu'est-ce qui existe encore comme autre genre de start-up? Alors dans l'anti-gaspi, on peut citer Optimiam ou Phoenix par exemple. Alors Optimiam, ça fait quoi? Alors, ça va récupérer de mémoire, parce que je confonds pas, ça va récupérer les invendus, par exemple dans une boucherie ou autre. Les boulangeries, les restaurations. Ouais, voilà, et on va pouvoir se connecter sur son application Optimiam le soir et voir qu'il y a une grosse promo sur telle ou telle viande parce que le boucher n'a pas réussi à la vendre. On descend chez le boucher, on achète la pièce à manger. Ouais. Après, on va avoir des plus grosses structures type Phoenix par exemple qui vont récupérer les invendus des supermarchés, qui vont les redistribuer à des associations par exemple. Ouais. D'accord. J'aimerais revenir justement sur on parle du consommateur qui est actif et justement je pense que c'est au consommateur de jouer le rôle de décideur finalement, c'est effectivement c'est au consommateur. Aujourd'hui, le consommateur il ne sait pas réellement ce qu'il consomme et ce qu'il doit consommer. Enfin, après on arrive dans les problématiques de santé, d'étiquette, de lisibilité. Mais justement le consommateur change par les tendances de consommation évoluent ces dernières années et aujourd'hui on voit clairement une tendance justement à une recherche de qualité du produit. Donc on va manger moins de viande, mais on va manger de la viande de qualité et on va manger de façon plus efficace. Efficace. Alors on mange de manière efficace, c'est intéressant. J'y arrive. Allons-y. Donc, et par exemple, il y a 20-30 ans, vous pouviez manger vos 7 dîners dans la semaine, vous pouviez tous être des repas qu'on pouvait appeler les repas compromis. Donc c'était très bien, c'était vite fait, c'était des pâtes, c'était une tige, je sais pas. Et voilà. Aujourd'hui, on arrive sur une tendance qui se voit aux États-Unis, qu'on peut appeler le 3-2-2. 3 fois dans la semaine, vous allez vous faire un bon repas à la maison. 2 fois, vous allez vous faire livrer et 2 fois, vous allez sortir au restaurant. Et quand vous faites à manger chez vous, vous souhaitez faire de la qualité. Et là, on a pas mal d'entreprises qui sont sur ce secteur-là, donc ils vont vous livrer justement des paniers d'ingrédients frais à cuisiner soi-même pour la semaine. Donc là, on peut citer Foodette, Kitok, Cook Angels. Là, on parle d'entreprises françaises. Voilà, oui, je parle d'entreprises françaises. Et sachant qu'il y a un très gros acteur aux États-Unis qui s'appelle Blue Apron, qui livre aujourd'hui 4 millions de foyers par mois. Donc c'est énorme et c'est des gens qui finalement ne vont presque plus au supermarché, si ce n'est pour acheter leur papier toilette et leur sac poubelle quand ils ne se les font pas livrer par Amazon. Mais disons que chez eux, ça a l'air plus logique parce que l'Américain n'est pas connu pour cuisiner ni avoir la culture de la cuisine, mais chez nous, est-ce que ça fonctionne ? Oui, chez nous ça fonctionne parce que justement on en revient à la vraie cuisine, à prendre des vrais ingrédients, à travailler, à avoir sa recette et à travailler tout ça. Donc ça va être, je te le dis, c'est 3-4 repas dans la semaine et le reste du temps on va peut-être chercher justement de l'efficacité. Alors qu'est-ce que peut être un repas efficace ? Un repas efficace, c'est ça.
Alors, Voilà. vite, Donc, ça, c'est une start-up française qui s'appelle Feed. Dans cette bouteille, vous avez un repas. Vous avez 650 calories, goût carotte et potiron. Donc, le principe, vous mettez de l'eau jusqu'ici, vous secouez, vous mélangez ça très fort. Ça m'aurait étonné. Et ça vous fait un repas. Vous êtes rassasié pour une demi-journée. Vous pouvez manger ça, continuer à travailler en même temps. Donc ça c'est l'encas parfait, ou le repas sur le pouce parfait, au lieu d'aller acheter un sandwich chez Paul ou aller vous prendre un McDo. Vous prenez ça, c'est vegan, sans lactose, sans gluten, c'est nutritionnellement parfait, c'est équilibré et si ça a du goût, c'est très bon. Il y a plusieurs types, on peut boire au café, au chocolat. On pourra goûter tout à l'heure ou parce que je pense qu'il y a des gens qui sont. Si on peut goûter tout à l'heure. Pas de problème. Alors, qui mange ça? Parce que concrètement. Alors, après le repas. Alors, moi déjà, il m'arrive d'en manger. Alors, évidemment, ça ne fait pas tous les repas. On a une start-up américaine qui s'appelle Soylent qui défend l'idée justement de manger ce type de produit à tous les repas. J'ai testé. Au bout de 2 jours, j'ai complètement craqué. Ils ont enquillé un camembert entier dans mon frigo. Non, on mange ça un repas de temps en temps. Personnellement, c'est en semaine. Le midi, je sors d'un rendez-vous à 12h30, j'en ai un autre à 13h. Je prends ça, clairement. Parce que ça me fait un nombre de calories qui correspond à mon repas. C'est pas juste un petit sandwich. Je sais que c'est équilibré. Et voilà, c'est bon. C'est équilibré parce que c'est garanti par. Est-ce qu'il y a des nutritionnistes qui oui, se bien mettent sûr. dans la Bien sûr, c'est fabriqué en France. C'est des recettes qui ont été validées par des nutritionnistes, etc. Donc oui. D'accord, c'est bio. Alors, le problème, c'est que. C'est ça. C'est pas bio vu que c'est de la poudre et que c'est transformé. Je ne sais pas si on peut appeler ça bio. Alors, on a peut-être. Boogie Boulga, oui, exact. Ok. C'est sans OGM. Dans le micro. Sans OGM. Pour rebondir sur les histoires de box, ce qui est très intéressant en fait dans l'approche des box, c'est que... Alors les box, c'est quand on se fait livrer soit de la nourriture avec les ingrédients et la recette pour le préparer à la maison parce qu'on a envie d'inviter des amis et de faire part qu'on sait cuisiner ou on n'a pas eu le temps d'aller faire les courses. Ouais, il faut quand même savoir cuisiner parce qu'on a vraiment les ingrédients, à part les commis à l'époque qui coupaient les ingrédients. Là, pour le coup, on est obligé quand même de cuisiner. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à nouveau, on redonne un peu de pouvoir au consommateur. Donc on se fait livrer un carton avec, comme disait Jérémy, par exemple, 4 repas avec un petit livret de recettes. Alors, on se fait imposer les recettes. Donc il faut accepter de se faire un petit peu diriger. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on découvre des nouvelles recettes, et notamment toute cette fameuse pédagogie dont on parlait tout à l'heure, à savoir comment nous, Français, qui sommes habitués à avoir systématiquement des protéines animales à tous nos repas, mais comment découvrir qu'on peut aussi avoir un repas délicieux, gourmand, un peu à l'opposé de ça, désolé, mais sans avoir nécessairement des protéines animales. Et deuxièmement, on prône aussi un sourcing local, puisque du coup, ces boîtes vont faire du coup un sourcing de proximité pour aussi favoriser des économies d'échelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que du coup, il y a une pédagogie aussi par rapport aux enfants. Il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à s'intéresser à ces repas-là pour les enfants, pour compléter l'alimentation qu'ils ont à la cantine, qui n'est pas toujours extrêmement riche en vitamines, parce que ce sont des morceaux pas forcément nobles, qui vont cuire pendant très longtemps, etc. Donc du coup, on aide aussi des ménages qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps. Il faut savoir que le temps, la préoccupation des Français pour l'alimentation est croissante. Il y a même des grosses angoisses qu'on voit d'ailleurs alimentées par toutes les émissions diverses et variées sur le sujet. Et en même temps, les Français cuisinent de moins en moins. Donc c'est assez paradoxal. Comment faire qu'ils mangent plus frais et mieux en cuisinant moins, en leur donnant clé en main des ingrédients, en leur donnant clé en main des recettes. Et du coup, tous ces acteurs parient sur des recettes qui sont faites en maximum 30 minutes. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant. Et après, du coup, il y a une autre façon de gagner encore plus de temps, c'est de se faire livrer des plats frais. Et donc là, c'est le cas de tous les acteurs
qu'on voit aujourd'hui à Paris, que sont Frischti, Food Chéri. Cuisinés du coup. Oui, là ils sont cuisinés, en fait c'est les cuisines centrales. Au lieu de se faire livrer d'un restaurant, on se livrait d'une cuisine gros, à proximité de chez soi. Les modèles qui livrent des restaurants, donc Foodora, Deliveroo, etc., on est sur un panier en gros aux alentours de 17-18 €. 25 avec les frais de livraison. Oui, ça doit être hors frais de livraison. Là, surtout les acteurs type Frischti, Food Chéri, Nestor ou Bob Chef qui produisent eux-mêmes. Là, du coup, on n'est pas sur la cuisine de tel ou tel restaurant, on est vraiment sur une cuisine centrale. On est livré d'un plat à moins de 10 € en général, aux alentours de 9,90 €. Et là, ce sont des ingrédients, que des ingrédients frais, avec une date de consommation du coup de 3 jours. Et du coup, on est assuré d'avoir un repas équilibré aussi avec les différents apports nécessaires. Et là, effectivement, ça résout le problème du fait de ne pas avoir le temps de cuisiner et de ne pas forcément avoir le temps non plus de sourcer les ingrédients qui vont bien. D'accord. Juste ce type d'acteurs-là se développe beaucoup. Au déjeuner et le soir, ils sont tous entre 1000 et 2000 plats par jour aujourd'hui à Paris. Et donc ils vont arriver dans les mois ou années qui viennent dans les grandes villes de France également. Et il y a un sujet très intéressant qui est corrélé à ça, c'est qu'il y a fort à parier qu'ils vont adresser leurs produits à une cible de seniors qui aujourd'hui a un vrai souci au niveau de l'alimentation justement. D'accord, ok. Donc du coup, ça peut amener un petit... Alors en gros, c'est les startups se substituent à la transmission qu'on avait de nos parents ou grands-parents en termes de cuisine. Donc on cuisine de moins en moins, mais on peut avoir cette mini-réponse grâce à des entreprises comme celle-ci, soit qui vont nous livrer, soit qui vont nous livrer en kit. Ok. Il y a une autre problématique dont on n'a pas vraiment encore parlé, parce que je vois que le temps avance un petit peu, c'est la problématique de la santé. Parce qu'on a l'impression que cette année, on nous a rabattu les oreilles avec la food, healthy food, et qu'on voit ça dans tous les magazines, il faut manger santé. Donc on a le cru, on a le végétarisme, on a le fromage, le fromage, le foie gras, enfin tout ce qui est à base de tout sauf de ce qui était là au départ. Et on a aussi, pas la naissance, mais on en parle de plus en plus, la NASH, donc la nouvelle maladie du foie gras humain, qui est un petit peu la maladie du soda. Si vous avez entendu un petit peu dans la presse ces derniers temps, George Michael qui est décédé apparemment de cette maladie. Donc en gros, on s'est tellement mal nourri avec des produits trop sucrés, trop édulcorés et autres, que notre foie devient malade. Et donc c'est la maladie du foie gras humain. Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a des entrepreneurs de la food tech, là je pensais un petit peu à ça, qui s'intéressent à ces problématiques de santé et comment on aborde le sujet? Alors je pense que c'est plutôt pour Jérémy pour... Oui, je vais commencer. Donc sur la problématique de santé, on en revient de toute façon au mieux manger et à manger équilibré. Donc pour ça, il existe plusieurs solutions. Donc, pour le coup, je suis bien placé pour en parler. Tous les sites de coaching, donc justement de type WeCook, on va vous aider à vous organiser pour planifier des repas équilibrés pour la semaine. Et autre acteur, par exemple, qui s'appelle Alentaya, donc qui est la société qui a d'ailleurs racheté WeCook, qui propose le même type de service, donc des repas mais dédiés aux malades atteints du cancer, qui souvent ne peuvent pas mâcher ou ont des restrictions nutritionnelles très très importantes. Et ils vont leur proposer donc des repas adaptés. Donc, cette société travaille avec des hôpitaux sur Paris pour des expérimentations qui sont assez prometteuses. Après, le bien manger passe par l'éducation et par le suivi de son alimentation au quotidien. Et pour ça, il existe des services qu'on appelle de food logging, comme MyFitnessPal par exemple, qui vont vous permettre d'enregistrer tous les jours et à chaque repas ce que vous mangez, en fait, tout simplement. Ils ont une base de données de tous les produits qui existent dans le monde, même la bouteille vide. Donc, vous avez à chaque fois que vous rentrez votre aliment, les infos sur protéines, glucides, lipides, etc. Et à la fin de la journée,
Ça va vous faire un petit calcul, ça va vous indiquer si vous continuez sur ce rythme-là, dans 5 semaines, vous allez peser 10 kg de plus ou 10 kg de moins. Aujourd'hui, cette société revendique 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Donc c'est énorme, c'est quand même 100 millions de personnes qui enregistrent tout ce qu'ils mangent tous les jours, dont 3 à 4 millions de Français. Et d'ailleurs, leurs données sont expédiées évidemment aux États-Unis. Ça, c'est un autre sujet. MyFitnessPal a remarqué que quelqu'un qui enregistre son alimentation quotidiennement va consommer 10 à 15% de calories en moins sur sa journée et va améliorer donc son équilibre de repas. Parce que c'est le principe du coach qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est le principe du coach, sauf que là, finalement, en plus, on le fait tout seul parce que c'est très visuel, on se rend compte qu'en fait, on ne fallait pas reprendre 2 fois du gâteau, une part aurait pu suffire, et sinon, on va complètement exploser notre quota de glucides lipides pour la journée. D'accord. Du côté de United Kitchen, est-ce que tu as rencontré des entrepreneurs qui comme ça s'intéressent à la santé et qui ont vraiment orienté leur recherche et leurs produits sur des produits santé? Oui, alors ça reprend les grands chiffres qu'on met tout à l'heure. Clairement, la préoccupation principale par rapport à la santé dans les pays occidentaux, c'est l'obésité. Quand on regarde au global dans le monde, on a 1,2 milliard de personnes qui sont obèses ou en surpoids. Et si on se projette en 2030, on passera j'ai dit 1,2 milliard de personnes qui sont obèses ou en surpoids. En 2030, on passera le cap des 3 milliards. Nous, du coup, ce sont des réponses, forcément, moi je crée un incubateur culinaire, un endroit où les gens vont transformer, donc du coup les réponses, ce sont des réponses directement produits, des gens qui ont une approche extrêmement pragmatique et qui reviennent juste aux bases de l'alimentation, à savoir le fait de cuisiner des produits frais, le fait de trouver des alternatives, notamment, je prends l'exemple des goûters pour enfants, trouver une alternative aux traditionnels biscuits et autres goûters assez industriels et très sucrés. Donc on a des propositions alors il y a par exemple des boules énergétiques qui sont faites à base de... Les Bliss Balls. On a vu récemment une grosse campagne sur les réseaux sociaux avec Funky Veggie. En gros, c'est des petites boules qui sont avec différents ingrédients, beaucoup de légumineuses, beaucoup de noix de cajou, beaucoup de pâtes de dattes, etc. Donc on peut les aromatiser à différents goûts. Ils n'ont pas encore trouvé, je pense, l'axe pour attaquer la cible enfantine, mais en tout cas, il y a différentes startups qui s'intéressent à ce type de recettes pour eux. Après, ça peut être aussi on voit beaucoup de personnes qui s'intéressent à tout ce qui est découpe de légumes, donc on est dans la 4e gamme, de fruits et de légumes, notamment pour le goûter, où du coup on aura des légumes et des fruits à croquer. Et puis après, il y a pas mal de recettes en fait qui sont assez innovantes et assez amusantes, notamment dans tout ce qui est fromage, où en effet on voit du coup des fromages qui ressemblent à s'y méprendre à des fromages avec du lait, mais qui sont sans lait, pour ceux qui sont intolérants, qui veulent pas forcément associer le lait à d'autres aliments. Pourquoi ? Parce que on démontre aujourd'hui que quand on a par exemple une carence en fer, ce qui est un gros problème chez les enfants, quand on prend de la viande rouge pour bénéficier du fer de la viande rouge et qu'on l'associe à un laitage, on ne va pas fixer le fer. Et donc du coup, il y a certaines startups qui travaillent sur comment pouvoir prendre un laitage au déjeuner et fixer le fer en prenant un laitage qui en fait est sans lait. Et donc on rejoint la discussion sur tout ce qui est fromage sans lactose, ce qu'on appelle les fameux vromages. Oui, et puis il y a une discussion aussi sur la connaissance de tout ça, parce qu'il faut savoir, là il faut avoir des connaissances en nutrition, du coup. Tout à fait. Mais du coup, il y a plein de points de vue, il n'y a pas un avis dogmatique sur la question. Nous, du coup, chez United Kitchen, on a identifié qu'il y avait en effet un aspect pédagogique qui était vraiment incontournable. Et donc, dans tout notre espace, quand on a un espace de laboratoire professionnel, on a un petit espace qu'on appelle la cuisine pédagogique qui vise justement à faire intervenir différentes personnes sur différentes thématiques pour pouvoir donner un point de vue et donner des clés pour pouvoir consommer mieux. Voilà. Et ça, il y a un aspect pédagogique qui est absolument incontournable, mais à nouveau,
Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses très pragmatiques qu'on a oubliées en fait, au fil du temps, à force de déléguer notre alimentation à l'industrie agroalimentaire. Ce n'est pas une critique, c'est juste qu'on a eu un gain de temps énorme ces 30 dernières années en ayant des plats préparés qui nous permettaient de consacrer du temps à autre chose. Donc, manifestement aussi beaucoup regarder la télévision, parce qu'on cuisine donc 50 minutes par jour et on regarde la télévision 3 heures. Donc il y a peut-être quand même un petit changement à faire dans l'autre sens, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut revenir à des essentiels que faisaient nos grands-parents, à savoir cuisiner des produits sains, sans doute baisser évidemment notre consommation de viande, comme on l'a dit tout à l'heure, mais sans oublier le goût, et renouer avec des éléments très simples qui nous permettent d'être en bonne santé. L'exemple des légumineuses et des féculents associés ensemble, c'est quelque chose que moi j'ai découvert en tant que mère de famille après mon 3e enfant. Et c'est étonnant de se dire que j'ai découvert ça après 10 ans de vie de mère de famille. Je voulais juste lire, il y a 2-3 tweets qui sont tombés, donc justement tu parlais de goût, François Soulard sur Twitter qui nous dit présentation du repas en poudre, donc c'est ta fameuse bouteille, je préfère un jambon beurre au comptoir et un verre de vin rouge. Bon, ça effectivement ça va être difficile de lutter. Joss Beau qui rebondit sur les livraisons, donc la vraie idée c'est peut-être de se faire livrer chaque semaine un panier de légumes de saison en direct du producteur. Ça, c'est innovant. Alors, pourquoi pas? Et Pierre Hug qui dit, attention, multiplication des livraisons individuelles, c'est aussi multiplication des émissions de CO2. Ce qui n'est pas faux. Oui, après, la plupart des cas start-up qu'on a cités, elles font des livraisons en vélo ou scooter électrique. Hein. Il n'y a quasiment aucun qui font des livraisons en voiture. D'accord. Justement, ils multiplient les hubs logistiques dans Paris pour justement raccourcir les délais de livraison et simplifier le travail aussi des livreurs. Mais c'est vrai clairement que la problématique de la logistique du dernier kilomètre est un vrai sujet. C'est ce qui fait d'ailleurs que le marché se consolidera. J'avais une question double, je ne sais pas. La question sur la restauration collective. Cantine ou restaurant d'entreprise, qu'est-ce qui se fait là-dedans? Et deuxième point, comment toucher les personnes les plus pauvres? Parce que par expérience, pour avoir monté un marché à Nantes, c'est des gens qui ne savent plus du tout cuisiner, qui ne savent pas quoi faire des produits frais, donc ils se rabattent sur les lasagnes au cheval. Oui, effectivement. Sans savoir. Donc, 2 questions. Restauration collective, est-ce qu'il y a des startups ou des entrepreneurs qui travaillent sur le sujet? Et la deuxième question, comment amener de la bonne nourriture au plus grand nombre, en gros? Donc, pour répondre pour la restauration collective, il faut savoir en restauration collective, ils n'ont pas les mêmes problématiques que pour un restaurateur classique. La restauration collective, c'est de la gestion de quantité, en fait. C'est de commander bon nombre de plats pour les dizaines de personnes qu'on va servir. Donc aujourd'hui, il y a peu de startups qui ont pu apporter les solutions qu'elles pouvaient apporter aux restaurateurs classiques à la restauration collective, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout le même métier. Par contre, il y a quand même des personnes qui s'y intéressent, et je peux citer par exemple le cas de Food Me Up, dans lequel Elior justement a investi. Food Me Up développe un outil de gestion des stocks en fait pour ces acteurs-là, pour faciliter les commandes, la gestion des stocks et éviter le gaspillage. D'autres acteurs également développent des solutions, et je sais qu'il y a quelqu'un qui est en test là-dessus avec Sodexo, dans une entreprise où vous avez une cantine Sodexo, l'idée est d'anticiper en fait la consommation des salariés au repas du midi, et donc d'équiper les salariés d'une application pour leur demander à l'avance ce qu'ils pensent manger dans la semaine, en fait, tout simplement. Un peu tout bête, mais il suffisait de le mettre en place. Et au final, derrière, avec de l'analyse de données, etc., même si forcément il y a une erreur, vous pouvez avoir dit que vous prendriez une salade, vous allez vous rabattre sur la pizza, ça permet d'augmenter la gestion des stocks, l'efficacité des stocks, et d'éviter le gaspillage. Pour compléter la réponse, la restauration collective, elle est en effet très contrainte par, d'une part, les normes d'hygiène. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aliments qu'elle ne peut pas intégrer au sein de sa cuisine
Je pense par exemple aux œufs coquilles, parce qu'en termes d'hygiène, on n'est pas dans la plaque, premièrement. Deuxièmement, on est très contraint par des histoires de coûts. Néanmoins, nous, on voit quand même les choses commencer à changer. J'étais hier justement avec un acteur qui s'occupe de proposer des solutions de restauration collective au bureau. Il m'expliquait qu'il avait monté un label qui s'appelle Eco, je ne sais plus quoi, qu'il avait déjà implanté dans 17 restaurants collectifs dans des bureaux à Paris, et que en fait aujourd'hui la restauration collective qui évolue, c'est celle de grosses entreprises qui sont vraiment résolument tournées vers le futur. C'était l'exemple de Microsoft par exemple. Donc ça commence comme ça. Mais après, il faut savoir que très souvent, ces structures de restauration collective ont déjà leur cuisine centrale installée, donc elles ont besoin que ça tourne, elles ont un certain débit à produire, et donc c'est difficile de faire évoluer ça quand on est dans une structure existante. En revanche, ce même acteur avec lequel j'étais hier travaille dans des plans de promotion immobilière à horizon 5 ou 10 ans pour des immeubles du coup, de bureaux qui vont émerger, et là, clairement, les réflexions sont en marche. Il y a énormément de solutions qui sont envisagées pour justement pouvoir coller aux attentes des futurs consommateurs qui seront dans ces bureaux dans 5 ou 10 ans, qui n'auront pas les mêmes exigences que celles qu'on a aujourd'hui. Donc oui, il y a une vraie démarche qui est en cours. Et puis, on parlait tout à l'heure... On peut savoir à quoi ça ressemble, du coup, la restauration collective de demain? Non, on ne peut pas savoir à quoi ça ressemble parce que c'est en pleine friche. Donc non, on ne peut pas encore savoir à quoi ça ressemble, mais en tout cas on sait qu'il y a des vraies réflexions qui sont en cours avec des designers qui travaillent sur les futurs usages, mais qui sont en train d'être écrits en fait, donc non, on ne peut pas encore savoir, mais c'est très intéressant. Le deuxième point, c'est qu'on parlait tout à l'heure des acteurs comme Frischti, Foodcherry et autres. Dans certains endroits où il n'y a pas de la place pour avoir justement une restauration collective sur site, ces acteurs-là, justement, commencent à jouer le rôle de cantine virtuelle, où ils livrent, donc avec la même subvention qu'on a dans une cuisine collective. Donc, en général, le repas coûte 10 €, l'entreprise en subventionne 5, et ben, en fait, eux, ils livrent, au même titre qu'un Sodexo propose son repas, ben, eux, c'est eux qui le livrent directement dans ces centres où, du coup, il n'y a pas de grande cuisine, mais il y a juste un endroit pour réchauffer et consommer le plat. J'ai oublié l'autre question. L'autre question, c'était rendre accessible justement une meilleure nourriture de meilleure qualité, sourcée, enfin on peut l'imaginer comme on veut, au plus grand nombre, et surtout à une population qui n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de se la payer. C'est ça la question. Ouais, on a une solution, enfin nous c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, ça, de pouvoir démocratiser l'alimentation responsable et pas que auprès d'une niche. Et des gens qui savent plus cuisiner aussi, c'était ça. C'est un peu l'objet de la cuisine pédagogique. Notre cuisine pédagogique, évidemment, il y aura des tutoriels où on pourra du coup diffuser notre vision de l'alimentation au plus grand nombre. Mais dans ce contexte-là, qui nous tient beaucoup à cœur, on est en train de travailler avec le Secours catholique, qui est en train de faire évoluer l'aide alimentaire. Jusqu'à présent, l'aide alimentaire, la banque alimentaire, elle donnait des plats en effet déjà préparés, qu'il fallait réchauffer, donc des boîtes de conserve essentiellement, ou des plats qu'on trouve au rayon frais, mais qui sont que des plats préparés. Et là, l'idée, ce qu'on est en train de faire avec le Secours catholique, c'est qu'on veut faire venir notamment les 34 000 personnes d'Île-de-France qui sont logées dans des hôtels. Donc il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de sans domicile fixe aussi. Sur les 34 000 personnes qui sont dans ces hôtels, il y a 17 000 enfants de moins de 6 ans qui ne voient jamais leurs parents cuisiner. Et les parents, pour peu que ce soit des réfugiés, ne sont pas habitués à cuisiner avec nos ingrédients et encore moins à cuisiner des produits frais. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on récupère par l'aide alimentaire des ingrédients frais et que ces personnes-là puissent choisir elles-mêmes ce qu'elles ont envie de cuisiner, coachées par un chef qui ne leur imposera pas une recette, mais qui leur donnera des idées, et qui puissent cuisiner en faisant aussi venir leurs enfants pour qu'ils les voient cuisiner. Et en fait, là, on touche, pour moi, à la clé de tout ce sujet d'alimentation, c'est que l'alimentation, c'est au cœur du lien social et c'est au cœur de la culture, et c'est justement une clé d'entrée fondamentale pour pouvoir intégrer des populations qui sont exclues aujourd'hui de la société. Donc voilà, on va faire ce test-là avec le Secours catholique. Il y a pas mal de cuisines comme ça partagées qui sont pas des cuisines professionnelles, mais des cuisines ménagères, entre guillemets, qui commencent à naître. Et là, pas du tout qu'en France ou en Europe, il y en a également aux États-Unis, mais on a un très bel exemple à Lyon. De cuisine où en fait on cuisine ensemble, on échange, il y a un échange transgénérationnel entre les personnes les plus âgées qui vont expliquer comment cuisiner tel ou tel morceau
à des populations qui n'ont pas nécessairement eu accès à cette éducation. Et pour moi, je pense que c'est un des éléments fondamentaux aussi pour recréer du lien. Ok, merci. Donc, par le prisme du coup du lien social et pas forcément de l'accessibilité au niveau du prix, ce qui paraît un petit peu plus compliqué, mais qui serait une autre thématique. Vous parliez tout à l'heure de mieux manger, donc ça passait par l'éducation. Et comment je vois, par exemple, je laisse mon fiston qui a quasiment 2 ans à la crèche, je goûte ce qu'il mange là-bas. Le midi, c'est immangeable, c'est salé, c'est plein de conservateurs, même moi, j'ai pas pu l'avaler. Et impossible d'amener les plats qu'on fait chez nous. Voilà, il y a des espèces de barrage qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut, etc. Bon, c'est la petite remarque. Oui, avec les normes d'hygiène, effectivement. Voilà, et puis... Oui, c'est pas nouveau, on est écrasé par les normes en France. C'est un peu triste, c'est pour la même raison qu'on ne peut pas vendre d'insectes en France. Et bon, pas de raison particulière, mais voilà, bon, les crèches, un fonctionnement similaire à la restauration collective, et effectivement, ils ont des contraintes énormes. Voilà. Mais après, il y a plein de concepts qui sont en train d'être développés justement pour essayer de changer les choses à ce niveau-là. Après, est-ce qu'ils y arriveront? La problématique ici, c'est le prix, encore une fois. C'est toujours la même chose. Mais il y a des concepts là qui veulent monter justement des box, donc ces fameux colis de plats pour enfants, pour qu'on puisse avoir les purées de la semaine pour les enfants. Il y a déjà des startups qui se sont lancées là-dedans, qui commencent à se développer. Il y a notamment comme des papas. Maintenant, voilà, pour moi, la problématique principale là-dessus, c'est le prix. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font et qui le font très bien, avec des choses qui sont très bonnes. Je pense à Goût de Goût, qui est distribué notamment chez Monoprix, mais ça coûte très cher, quoi. On en a pour 3 €, entre 3,50 € et 4 € par plat par enfant quand on a. Par repas. Ouais, c'est difficile de suivre ça sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et alors, encore il y a quand même des solutions pour les bébés, mais pour les enfants de 3 à 9 ans, c'est-à-dire les enfants qui sont scolarisés, mais qui ne sont pas encore suffisamment autonomes pour choisir eux-mêmes ce qu'ils vont manger, il n'y a quasiment aucune solution qui existe aujourd'hui. Et donc, voilà, ils mangent des pommes noisettes et des nuggets et des knackis. Et c'est dommage parce qu'en fait, quand on les ouvre à autre chose, ils sont très réceptifs, mais il y a un côté pédagogique qui est incontournable. Et juste pour rebondir sur l'exemple de Comme des Papas, c'est une start-up qu'on connaît bien chez Digital Food Lab, et bon, on peut qu'apprécier que des grands acteurs de l'agroalimentaire s'intéressent de près à ce qu'ils font pour faire eux-mêmes évoluer leur gamme dans le futur. Donc, ça viendra. Il y a eu un début sur les bébés. Après, effectivement, sur les enfants, aujourd'hui, c'est le néant, quoi. Il y a quasiment aucun acteur qui fait quoi que ce soit sur ce secteur. Mais la vraie problématique, on sait bien que c'est politique. Tant qu'il n'y aura pas de décision de rendre accessible effectivement cette meilleure nourriture aux enfants, il ne se passera pas grand-chose. Alors il y aura des petites innovations, il y aura des petites start-up, mais ce ne sera jamais la production de masse, effectivement. Justement, est-ce que vous êtes en relation avec le ministère de la Santé, par exemple? Vous-même? Oui. Est-ce que vous avez des L'homme à la bouteille, est-ce qu'il est en relation avec le ministère de la Santé? L'homme à la bouteille, non. Alors, c'est un autre homme à la bouteille, d'accord. Moi-même, j'ai eu par le passé avec WeCook des relations avec les pouvoirs publics. Vous connaissez certainement la Fabrique à Menu, qui est un service lancé par Manger Bouger, qui est assez similaire à WeCook finalement. C'est un semainier qui va vous proposer automatiquement des recettes. Sauf que l'avantage qu'il y avait, c'est que ça marchait tellement mal que les gens finalement venaient chez nous, donc ça permettait de faire connaître l'idée. Et ce qu'on peut reprocher, c'est qu'à l'époque, quand on est allé les rencontrer, on a vraiment dû forcer la porte et finalement ils nous ont pris de haut et ils se sont dit, comme ils représentaient les pouvoirs publics, c'était beaucoup plus important et beaucoup plus pertinent qu'une petite start-up. Donc, voilà, la question, c'était pour savoir si eux s'intéressaient à ce qui se passait en dessous ou savoir ce qu'on faisait éventuellement. Ça, du coup, je peux continuer. Je vais pas
trop m'agacer. Non, eux ne s'y intéressent pas. Les acteurs privés, les gros acteurs privés s'y intéressent, et c'est tant mieux. Le pouvoir public s'y intéresse pas. Nous, on fait du lobbying pour déréglementer, pour ouvrir des nouveaux marchés, etc. Mais c'est très très dur. Très, très dur. Le steak, ça vous a pas fait réagir? Le steak sans viande, tout le monde est d'accord avec ça? Ça vous embête pas plus que ça? C'est donc Bill Gates qui est investisseur chez Beyond Meat, en partie. La problématique qu'on voit sur ces secteurs-là, c'est que ce type de recherche est financé aux États-Unis. En France, il y a des acteurs qui se lancent sur ces sujets-là, mais par exemple, Beyond Meat a breveté évidemment le steak sans viande. C'est comme la recherche sur les cellules souches et la capacité à créer un steak à partir de cellules souches. Et en France, malheureusement, on n'aborde pas ces problématiques, et alors qu'à l'étranger, ils le font. Et malheureusement, on risque d'être bloqué dans 10-20 ans, quand finalement on aura une multinationale américaine qui sera sur le secteur du steak sans viande, et nous, en France, on ne pourra pas rivaliser, et donc on va encore se faire avoir. C'est pareil, j'ai parlé de MyFitnessPal. Toutes les données sont stockées aux États-Unis. Ça peut poser des problèmes quand même que les données des consommateurs français, donc tout ce qu'ils mangent tous les jours, soit stocké sur des bases de données américaines, qu'on ait des assureurs français qui achètent des bases de données à l'étranger, parce qu'ils ont le droit de les acheter en France, puis ils ont le droit de les acheter à l'étranger pour connaître les habitudes de consommation des Français. Donc, voilà, effectivement, on parlait des pouvoirs publics, c'est-à-dire il y a certaines réflexions à avoir au niveau des pouvoirs publics sur tous ces enjeux-là. Malheureusement, on en est très loin. Dans les débats qu'on peut voir pour la présidentielle, on voit rien du tout sur ces sujets-là. Je voulais savoir s'il y avait un médecin dans la salle. Parce que donc effectivement il y a plein de choses prometteuses, c'est vraiment des choses très intéressantes, mais est-ce que l'organisme humain tout simplement durablement sera en mesure d'absorber, de digérer, de valoriser des choses dont on peut douter de la pérennité, quoi. Voilà. Mais ça, je pense qu'effectivement on n'en sait rien encore, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui interdit à la consommation. Si je m'abuse. Alors, de quel produit particulièrement en particulier? Le steak sans viande, par exemple. Ou, Ah non, ça se faisait. En France. Non, en plus, en France, on peut. Pas celui à base de végétaux, je parle de celui qui est cultivé à base de. Ah non, de cellules souches, non. De cellules souches. Non, pas celui. D'accord, oui. Bon, par contre, ils ont dans leur labo, ils ont des médecins. Pareil, tout à l'heure, on avait leur fille, effectivement, il y a des nutritionnistes, etc. En règle générale, les startups qui développent des produits le font systématiquement avec l'aval d'un nutritionniste. Voilà, après. Sinon, c'est trop dangereux, on se fait détruire trop facilement si on n'a pas tout. Mais après, en revanche, il y en a certains qui se mettent dans des créneaux entre guillemets médicaux sans que ce soit pertinent. Je pense notamment à tous ceux qui foncent dans la vague du sans gluten, ou des personnes qui sont intolérantes au gluten, il y en a moins de 2%. Et donc, le gluten n'est pas quelque chose à bannir de son alimentation. Et voilà, donc après, c'est plus dans l'élaboration des produits en tant que tels. Franchement, c'est très contrôlé, et nous, les entrepreneurs qu'on voit, font pas des lubies qui sortent tout seuls de leur tête sans avoir fait valider le process au niveau nutritionnel et au niveau sanitaire. En revanche, après, la cible à laquelle ils s'adressent n'est pas nécessairement pertinente par rapport à leurs idées. Puis au-delà de la médecine, c'est aussi une question de culture, parce que même si demain on s'aperçoit, si c'est déjà le cas, que la bouteille feed n'a aucune incidence sur le corps, on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes dans la salle qui auront envie de se nourrir avec ça, parce que culturellement, c'est pas encore passé, donc il va y avoir un changement de mentalité ou pas. Est-ce qu'en France, on va se battre pour garder notre culture culinaire, ou est-ce que la prochaine génération aura déjà oublié ce qu'on nous a transmis, en tout cas le peu qu'on nous a transmis? De toute façon, oui, des personnes vont se battre
battre, c'est sûr. Mais je pense que c'était les mêmes qui se battaient contre McDonald's quand McDonald's est arrivé en France. Bon, globalement, ils ont perdu, quoi. Aujourd'hui, les Français nous disaient jamais je mangerai dans le burger, et finalement, voilà. Donc, les médecins ne sont pas super d'accord pour dire que le hamburger de chez McDo est bon pour la santé. On est d'accord. Je ne dis pas qu'il est bon pour la santé. Non, je parle vraiment de l'habitude de consommation, enfin, le consommateur, aujourd'hui, de toute façon, en France, c'est très frileux par rapport à tous les nouveaux produits qu'on peut lui apporter, mais il s'adapte et finalement, on voit. C'est très simple, quelque chose va sortir aux États-Unis et 4-5 ans après, ça va arriver en France et ça va faire son nid petit à petit. Et là-dessus, malheureusement, on peut grogner, mais non, ça se passe comme ça. Voilà. Je vous ai écouté, c'est très tech, mais il faut quand même savoir cuisiner, donc vous avez aussi parlé de pédagogie. Et c'est aussi beaucoup de temps. Et la question que je me posais, c'est sur des soirées comme ça, des semaines comme ça, dans vos jobs. Vous mangez quoi ce soir? Est-ce que c'est éthique? Vous respectez ce que vous nous conseillez, entre guillemets, en matière de santé? Ou est-ce que vous faites comme nombre d'entre nous? Parfois, souvent, vous mangez mal. Voilà, c'est une petite question à vous trois. Qui veut répondre? Moi, je vais bien répondre. Moi, j'expliquais que du coup, je suis maman de 3 enfants et en fait, j'ai parlé tout à l'heure en préambule des reconversions, mais moi je suis un pur produit de cette reconversion puisque je venais de l'univers de la lingerie féminine, donc qui n'a rien à voir. Et après 10 ans dans cet univers-là, j'ai pris conscience de choses qui me choquaient dans l'alimentation et du coup j'ai décidé de me reconvertir là-dedans. Et c'est à ce titre-là que du coup j'ai appris à m'alimenter différemment. Et j'ai réalisé que j'avais fait des erreurs quand j'étais enceinte ou avec mes enfants petits parce que justement je ne faisais pas assez attention et que je me nourrissais parfois vite parce que je travaillais et qu'il fallait que ce soit enchaîné, etc. Donc pour répondre à votre question, je cuisine un peu plus qu'avant, mais après je me suis fait aider de quelques robots qui facilitent beaucoup la vie, notamment pour faire des pâtes maison et des purées très onctueuses sans forcément rajouter une tonne de crème, ce que je faisais avant. En revanche, voilà, rien n'est parfait. Je continue à faire des pommes noisettes à mes enfants quand je n'ai pas le temps de cuisiner, mais je fais beaucoup plus attention à ce que je leur donne pour plusieurs raisons. D'une part, la prise de conscience que j'ai eue. Deuxièmement, parce que grâce, du coup, maintenant à ma reconversion, j'ai accès à des réseaux d'approvisionnement qui sont beaucoup plus qualitatifs et qui me donnent envie de cuisiner correctement les produits. Troisièmement, parce que du coup, j'ai aussi appris, comme je l'expliquais tout à l'heure, à associer certains ingrédients les uns avec les autres pour en tirer tous les bénéfices. Et le dernier point, c'est ma fille qui a 8 ans, a eu du cholestérol, c'est héréditaire, son père en avait, son grand-père en avait, etc. Et du coup, par la force des choses, j'ai été obligée de faire très attention, notamment à tout ce qui est goûter. C'est une petite fille qui est extrêmement gourmande. Et du coup, elle est gourmande, donc la chance que j'ai, c'est qu'elle aime tout. Mais du coup, il faut que je l'amène vers du plaisir en mangeant des choses qui soient saines et fraîches. Voilà. Mais bon, je vous rassure, ça m'arrive d'aller au McDo aussi sur le chemin des vacances, oui. Et je pense que ça m'arrive d'aller au McDo et je suis ravie de le dire parce que j'y vais pas tous les jours et ça reste du coup un moment qui fait plaisir à mes enfants et ça évite de les frustrer aussi. Parce qu'à l'inverse, si on leur donne que des choses très... il faut les ouvrir, mais en même temps, il faut leur permettre aussi parfois de transgresser parce que c'est ça qui leur permet d'apprécier la nourriture qu'ils ont au quotidien. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, pour finir ma journée, il me reste à peu près 1200 calories à consommer. Voilà. Si le buffet est très bon, je vais en consommer surtout là-bas. Et après, sinon, j'avais ma bouteille de secours, effectivement. Non, mais plus sérieusement, moi aussi, j'ai un rapport à l'alimentation un peu particulier. J'ai la malchance ou la chance, diront certains, de perdre très facilement du poids, en fait. Si je saute un repas, je peux
perds 500 grammes ou 1 kilo, ça peut aller très très vite, et des fois, comme ça m'est arrivé, ça peut mal finir finalement au fil des semaines. Donc je surveille ce que je mange pour manger en quantité suffisante, parce qu'en fait je ne suis pas spécialement gourmand, donc je suis obligé de vérifier ce que je mange, et en vérifiant ça, je m'arrange également pour que ce soit équilibré. Il y a quelques années, je pouvais me contenter de manger des pizzas, etc. Et c'est finalement, après quand je me suis penché sur la question, que j'ai regardé ce que je consommais, j'ai vu que je mangeais n'importe quoi. Donc depuis, je fais attention à équilibrer mon alimentation, effectivement. Et tous ces services dont on a parlé, je m'en sers au quotidien, j'en consomme au quotidien. Je me fais également livrer du fresh tea et autres. Et donc je fais de temps en temps au McDo quand même, effectivement. Mais globalement, je pense faire attention à ce que je mange. Alors, mais vous avez raison, la cohérence, c'est très très compliqué. Alors moi, j'ai mangé mon dernier hamburger chez Burger King le 6 mars 1999 à San Francisco, et c'est là où j'ai commencé à avoir une espèce de déclic en disant c'est vraiment trop dégueulasse, et en ayant vu les premières vidéos qui apparaissaient sur la condition animale, etc. J'ai passé 7 ans aux États-Unis et j'ouvrais des boulangeries bio pour mon patron à l'époque. Donc j'étais assez baigné dans cet univers. Californie, il faut savoir que malgré tout ce qu'on dit sur les US, ça reste quand même un berceau pour tout ce qui est agriculture maraîchère et bio, ou en tout cas raisonnée. Non, je ne vais pas au McDo, effectivement. Alors j'ai pas d'enfant, donc c'est effectivement plus simple de résister, j'imagine. Mais vous avez raison, la cohérence c'est compliqué. Quand on habite en ville, ça coûte très cher. Donc on ne peut pas consommer bio ou en direct des producteurs tout le temps. Mais il faut effectivement, sans être un ayatollah de la nourriture parfaite, au moins avoir une cohérence avec ce qu'on fait. On peut respecter les saisons, ça ne coûte rien. On peut ne pas aller au McDo, ça coûtera encore moins cher, effectivement. En tout cas, le McDo qui est en train de faire des produits bio aussi aujourd'hui. Alors est-ce qu'il faut y retourner? Ça c'est encore une autre question. Et après il y a effectivement tout ce qui va autour, le lien social et l'implantation de ces entreprises dans la société au sens sociétal. C'est pas pour vous, mais pour moi c'était un vrai bonheur. J'ai pas vu le temps passer pendant près de 2 heures avec nos 2 panels. Alors avant d'aller retrouver Isabelle qui nous attend là-bas à la porte, Isabelle Ananier du Moulin Minier, et puis ses amis, c'est totalement une start-up même ce qu'ils ont fait, de ma production locale à La Roche-sur-Yon, premier magasin dans la ville de La Roche de produits locaux qui nous a préparé le petit cocktail tout à l'heure. Premier, mais il va y en avoir d'autres. On nous a dit tout à l'heure qu'ils sont en train d'en ouvrir d'autres, ce qui est absolument charmant. Alors conclure derrière ça, c'était pas facile. J'ai pas voulu faire une synthèse, je me suis dit faire une synthèse, qu'est-ce que je dirais? Pas grand-chose. J'ai essayé de prendre les mots, trouver les mots qui ont été dits, puis essayer de les associer avec le printemps. Le printemps, nouveau, renouveau, régénérer, réintégrer. Le printemps, l'arbre, la plante, les bêtes, les bébêtes, l'homme, l'humain, humanité, humilité, humus, l'humus. L'essence de la terre, l'essence mais aussi l'essence. Voir, sentir, toucher, entendre, écouter. L'écoute, l'inspiration, la diversité, la fertilité. La fertilité des sols, la fertilité des hommes. Le printemps. Le printemps, l'aliment, le lien à la terre, lien aux hommes, l'aliment créateur de liens. Le printemps, voir, observer, innover, découvrir, redécouvrir. Comprendre, apprendre, réapprendre, surprendre. Inspirer, s'inspirer puis agir, créer. Le printemps, nourrir la plante, nourrir les hommes, nourrir pour vivre. Vivre, survivre et puis revivre, revivre au printemps, croire dans le beau, l'utile, le nécessaire, l'essentiel, puis se projeter dans le futur. Le futur, 2035, l'avenir c'est demain, nouveau printemps. 2035, changer, mais changer jusqu'où? Et puis Nanterre. Retour vers le futur, le printemps de Nanterre. Nanterre, c'était pour moi 68. Autre temps, autre printemps, remember, le printemps 68. L'espoir, la communauté. Elle est devenue start-up, entreprise, entrepreneur. Barbare, mais barbare bienveillant.
Entreprendre, oser, lancer, se lancer, naître, renaître, accélérer, fédérer, entremettre, projeter, s'épanouir, croire en l'homme, se rencontrer, faire se rencontrer, aller à l'essentiel, accompagner, développer, redécouvrir, créer des ponts, prendre ses responsabilités et agir, foncer. Le printemps, c'est regarder devant, ce n'est pas se remémorer le passé. C'est ce que nous inspire le printemps de Sarah, d'Armel, de Delphine, de Robin, de Mathieu, de Jérémie. Le printemps, c'est Sarah, qui m'inspira la première page de mon premier livre, Agronumericus. C'est Sarah dont le progrès, c'est nous. Nous ne sommes pas de ceux qui regardent derrière en demandant pourquoi. Nous regardons devant en rêvant et en disant pourquoi pas. Le printemps, c'est ça. Ce n'est rien que ça, mais c'est tout ça. Merci.